Bonjour mes chers étudiants, nous revoilà pour continuer avec la deuxième partie du chapitre traduction, synthèse des protéines. Après avoir passé en revue l'ensemble des éléments qui intervenaient dans la synthèse de la protéine et dans la traduction du messager, nous allons voir le mécanisme ou bien les mécanismes approfondis de la traduction. Donc, comment se fait réellement la traduction du message au niveau de la cellule. Encore une fois, la traduction obéit aux mêmes étapes que la transcription et la réplication. C'est-à-dire une première étape d'initiation, une étape d'élongation et une étape de terminaison. Dans l'initiation, la sous-unité 30S va se fixer avec l'ARN messager, puis le tout avec la sous-unité 50S. On peut voir ici, au départ, l'initiation avec l'ARN messager qui se fixe avec la sous-unité 30S, intervention de l'ARN de transfert avec donc son ARN, son acide aminé, et pris en sandwich avec la sous-unité 50S. L'élongation, c'est le fait que le ribosome se déplace sur l'ARN messager, il fait la lecture, tout en ayant à l'esprit l'existence d'un aminoacide TARN sur le site P et d'un autre sur le site A, et donc la possibilité de former des liaisons peptidiques entre les deux acides aminés. La terminaison, c'est lorsque nous dissocions tout le reste, l'ARN messager se dissocie des sous-unités ribosomales 30S, 50S, et de l'ARN de transfert de son côté, et la protéine qui est complètement libérée après la synthèse. Que ce soit au niveau des prokaryotes et des eucaryotes, l'initiation, encore une fois, représente probablement la partie la plus délicate, la plus longue et la plus difficile. La raison est très simple, c'est que il faut qu'il y ait une association entre l'ARN messager et la sous-unité 30S à un endroit bien précis pour faire en sorte que la séquence Shine d'Algarno qui se trouve sur l'ARN messager va coïncider avec sa séquence complémentaire qui se trouve au niveau de l'ARN ribosomal 16S au niveau des prokaryotes. On peut prendre le cheminement ici chez les prokaryotes et voir par la suite chez les eucaryotes avec quelques légères différences, mais globalement c'est la même chose. Nous avons une sous-unité 30S avec des facteurs d'amorçage, ou bien on les appelle surtout des facteurs d'initiation. Le facteur d'initiation, le premier, il va y avoir une liaison du facteur d'initiation avec la sous-unité 30S, vient par la suite l'ARN de transfert avec l'acide aminé formylméthionine, donc c'est de la méthionine modifiée, on va voir dans un instant d'ailleurs comment elle est modifiée et pourquoi elle est modifiée, associée au facteur d'initiation 2 plus l'ARN messager. Donc une fois que ce petit complexe ici vient se lier, il va y avoir libération du premier facteur d'initiation qui s'est lié à la 30S. C'est maintenant que nous allons avoir le précomplexe d'initiation avec l'ARN messager, la sous-unité 30S et l'ARN de transfert spécifique à la formylméthionine. C'est une fois que tout ça est mis en place
que nous allons faire appel à la sous-unité 50S. Encore une fois, la sous-unité 50S intervient en dernier lieu. Il ne faut pas que la sous-unité 50S vienne se mettre ici, sinon on va empêcher la liaison de l'ARN messager. Donc le rôle de ce facteur d'initiation ici qui s'installe dans cette partie, c'est dans le but d'empêcher déjà la liaison de la sous-unité 50S. Donc la première des choses à faire, c'est de faire lier la sous-unité 30S à l'ARN messager avec l'ARN de transfert spécifique à la formule méthionine qui est l'acide aminé de départ. Une fois ces trois éléments sont réunis, l'ARN messager sera pris en sandwich grâce à la liaison de la sous-unité 50S. C'est le même principe qui se produit à ce niveau. Regardez bien, ici nous avons la fameuse coiffe au niveau de l'extrémité 5'-phosphate de l'ARN messager des eucaryotes, mais c'est le même principe. Nous avons un ARN messager avec les facteurs d'initiation plus de l'énergie sous forme de GTP et la sous-unité 50S. La sous-unité 40S qui est la petite sous-unité chez les eucaryotes. Et on arrive à avoir le même principe ici. Regardez, c'est exactement la même chose ici. Nous avons la petite sous-unité 40S, nous avons l'ARN messager et nous avons l'ARN de transfert avec la formule méthionine. Les facteurs d'amorçage seront libérés lorsque la sous-unité 60S sera mise en place devant sa semblable, la sous-unité 40S, et former ainsi le ribosome complexe, ou bien le complexe d'amorçage, le complexe d'initiation à 80S, comparé au complexe d'initiation à 70S pour les prokaryotes. Avec du détail ici, nous constatons d'abord l'équilibre qui existe entre les sous-unités libres et indépendantes et les ribosomes associés. Donc nous avons une réserve de ribosomes 70S chez les prokaryotes qui peuvent être transformés en sous-unités indépendantes pendant la synthèse des protéines et reprendre leur formule ou bien leur forme unifiée de ribosome lorsque la situation est stable au niveau de la cellule, il n'y a pas de synthèse de protéines. Donc, la réaction qui va dans le sens ribosome vers sous-unité, ça veut dire qu'il va y avoir un engagement des ribosomes pour s'associer par la suite pour former avec l'ARN messager le complexe d'initiation. Donc le complexe d'initiation, le voilà, avec l'association de la sous-unité 30S associée à IF3, qui va se lier à l'ARN messager, mais pas à la sous-unité 50S. Donc IF3, il se lie avec la 30S et l'ARN messager et empêche la liaison de la 50S. Ce n'est que lorsque IF3 est libéré, ici, que la sous-unité 50S vient s'associer au pré-complexe d'initiation pour former le véritable complexe d'initiation. Le véritable complexe d'initiation complet, c'est celui qui englobe la 30S, la 50S, l'ARN messager et le fameux ARN de transfert initiateur. Nous arrivons maintenant à l'autre ingrédient principal qui est l'acide aminé formyle méthionine. Voici la méthionine tout court, voici
le groupement amine qui est bloqué, la N-formylméthionine, il est bloqué par l'addition de ce groupe dans le but d'empêcher toute possibilité de formation d'une liaison peptidique entre le NH2 terminal de la méthionine avec une extrémité carboxylique d'un autre acide aminé. Vous pouvez constater ici que cette extrémité ne pourra en aucun cas former une liaison peptidique avec une autre extrémité carboxylique, bien entendu. Donc, c'est un masquage de l'extrémité de la méthionine dans le but de la rendre réfractaire à toute possibilité de liaison. Donc, elle va rester libre. Nous arrivons maintenant à l'occupation des sites A et P. Regardez ici maintenant, voici le ribosome, voilà. Voici en rouge l'ARN messager, et nous avons ici AUG représentant le premier codon de départ. Et vous voyez l'ARN de transfert chargé de la formule méthionine qui s'attache directement au site P. Voici le site A avec un codon ici, NNN, donc un codon quelconque, qui va accommoder son acide aminé ici. Seul l'acide aminé formylméthionine chargé à son ARN de transfert correspondant peut transiter directement ou bien peut occuper directement le site P. Tous les autres doivent passer par le site A. Cette situation est rendue possible et est rendue obligatoire aussi pour permettre la formation de la première liaison peptidique. Il ne pourra pas se former de liaison peptidique si même la formule méthionine devait transiter d'abord par le site A. Donc on passe par une période exceptionnelle de début de la traduction par l'occupation du site P par la formule méthionine avec son ARN de transfert correspondant et l'occupation du site A par un deuxième ARN de transfert spécifique d'un acide aminé bien déterminé. Et avec tout ça, donc on est dans la configuration du ribosome complet avec l'ensemble des deux sites occupés et la possibilité de créer la première liaison peptidique entre l'acide aminé en position A et la formule méthionine qui a déjà occupé le site P. Voici la lecture sur le ribosome directement en évoquant ou bien en prenant en considération l'ensemble des étapes. Regardez bien, nous avons ici, nous supposons que la lecture a commencé avec AUG, mais nous sommes dans une position où nous avons ici notre ribosome avec un site P occupé par un peptide en croissance. Voici la méthionine qui est codée par AUG. Voici la thréonine qui est codée par ACG. Voici la phénylalanine qui a été codée par EEE. Et nous arrivons maintenant à CGA qui code pour l'arginine. Voici l'arginine maintenant, l'ARN de transfert, porteur de l'arginine. Et l'arginine elle-même, elle est collée au peptide en croissance. Et voici le dernier ARN de transfert qui a l'anticodon AAA complémentaire au codon UUU
qui vient d'être éjecté. Il est éjecté du système parce que le ribosome a bougé d'un codon, il était ici, il a bougé d'un codon vers CGA, et donc le peptide en croissance, il est dans le site P, et voici un ARN de transfert avec son anticodon UUC, un ARN de transfert spécifique à la lysine, avec sa spécificité pour le codon GUC. Et donc nous avons ici CAG. L'ARN de transfert de la lysine vient occuper le site P. Donc, le site A. On est dans une situation où l'acide aminé occupe le site A et le peptide en croissance occupe le site P. La liaison peptidique qui va se former va donner naissance à un peptide qui va avoir les acides aminés qui sont là, plus un autre acide aminé. Ainsi de suite, et on provoque le mouvement du ribosome dans cette direction. Et à chaque fois que le ribosome fait une marche d'un codon, il va se retrouver dans une nouvelle configuration pour avoir le peptide en croissance attaché toujours au dernier ARN de transfert au niveau du site P et l'ARN de transfert chargé d'un autre acide aminé au niveau du site A. Lorsque la liaison peptidique se formera ici entre l'arginine et la valine, il va y avoir translocation du tout vers le site P. Cet ARN de transfert spécifique à l'arginine va se retrouver dehors, comme s'est retrouvé dehors l'ARN de transfert avant lui, un autre ARN de transfert avant lui, et l'ARN de transfert de la valine associé à tout ce peptide va se retrouver dans le site P, et le site A sera vacant. Il sera vacant, le ribosome aura bougé d'un codon et on aura le codon AAG à l'intérieur et GUC au niveau du site P et CGA, il va se retrouver à l'extérieur. Ainsi de suite, parce que le ribosome a bougé dans cette direction, il a bougé la distance d'un codon à la fois. Voici donc la formation de la liaison peptidique. Nous avons les deux acides aminés. L'un se trouve dans le site P, l'autre dans le site A. Regardez l'ARN de transfert qui est attaché à son acide aminé. Regardez-le bien, l'acide aminé. Ce même acide aminé qui est attaché à la chaîne peptidique en croissance, alors que l'ARN de transfert qui se trouve sur le site A, il est porteur d'un autre ARN, d'un autre aminoacide. Et la liaison peptidique va pouvoir se former ici entre les deux acides aminés. Et une fois que la liaison peptidique va se former, il va y avoir une translocation. On a l'impression que ça bouge dans cette direction, mais en réalité, c'est le ribosome qui a bougé la distance d'un codon pour aller traduire le codon suivant. Voici les différentes étapes d'élongation au même moment. Nous pouvons avoir la fixation
de l'aminoacide T-ARN, le voici, avec la possibilité donc d'avoir ici un ARN de transfert sur le site P avec le peptide en croissance et l'arrivée d'un autre aminoacide avec son ARN de transfert. Et la possibilité de former la liaison peptidique. Et regardez ici, celui-là, l'ARN de transfert qui est dépourvu de son acide aminé, va être éjecté. Maintenant, celui-là, il est éjecté puisque il va se retrouver dehors. Voilà. Et donc, à chaque fois, que ce soit pendant la fixation de l'aminoacide T-ARN, il y a des facteurs d'élongation et l'hydrolyse d'une molécule de GTP, et pendant la translocation, c'est-à-dire une fois que la liaison peptidique est formée, il y a aussi l'hydrolyse d'une liaison riche en énergie sous forme de GTP. Donc rien que pour l'ajout d'un seul aminoacide, nous consommons deux liaisons riches en énergie. L'une, elle est utilisée pendant le largage ou bien le processus de charge de l'aminoacide T-ARN et l'autre pendant l'étape de la translocation. Sans oublier que ces acides aminés que nous voyons ici, qui sont chargés sur leur ARN de transfert, celui-ci, cette activation, parce que l'acide aminé tout seul ne peut pas entrer dans les sites du ribosome, il doit être chargé sur le ribosome, sur l'ARN de transfert, pardon. Cette étape nécessite la consommation de deux liaisons riches en énergie sous forme d'ATP. Donc, nous avons la consommation d'une liaison riche en énergie sous forme de GTP pour charger l'acide aminé sur l'ARN de transfert et le mettre dans le site. Et nous avons aussi la consommation d'une liaison riche en énergie pendant l'étape de la translocation, c'est-à-dire le fait de transloquer du site A vers le site P. Et nous avions eu déjà la consommation de deux liaisons riches en énergie sous forme d'ATP lorsque nous avions activé nos acides aminés et nous les avons chargés sur les ARN de transfert correspondants. Vous voyez que la synthèse d'une protéine est un processus coûteux à la cellule. Ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça qu'elle obéit à une régulation très stricte. Et donc, on ne peut pas synthétiser des protéines comme ça, sans un besoin extrême. Et c'est pour ça donc qu'il y a une régulation très très importante qui s'opère au niveau de l'expression des gènes qu'on va voir dans un prochain chapitre. La terminaison de la traduction obéit donc à des situations bien particulières. Premièrement, nous avons l'existence de signaux stop. Les codons stop, les fameux codons stop qui sont trois, UAA, UAG, UGA. Donc, ces codons ne possèdent pas d'anticodons spécifiques. Donc, il n'existe pas d'ARN de transfert chargeant des acides aminés spécifiques à ces codons. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a des facteurs de terminaison. Donc les deux associés, lorsque le ribosome arrive à des séquences sur l'ARN de messager qui sont des séquences stop, UAA, UAG ou bien UGA,
Déjà, le ribosome, il est là presque à se demander qu'est-ce qu'il faut faire, puisque les ARN de transfert spécifiques n'arrivent pas. Et il y a en même temps des facteurs de terminaison qui incitent à stopper la liaison qui existe à l'intérieur du ribosome avec l'ARN messager et par conséquent de libérer la protéine mature qui vient d'être formée et donc de la libérer dans le cytoplasme. Et une fois qu'on a synthétisé cette protéine, nous allons maintenant la modifier parfois. C'est ce qu'on appelle des modifications traductionnelles et post-traductionnelles. C'est lorsque la protéine qui va être formée maintenant, elle est formée d'une façon linéaire, c'est la structure primaire, et elle va être modifiée, on enlève certains acides aminés, on n'ajoute pas, bien entendu, d'acides aminés, on va modifier, on va créer des ponts disulfure par exemple, entre des cystéines, on va modifier la conformation pour arriver à une structure quaternaire qui est responsable d'une activité biologique particulière. On va par la suite faire l'adressage des protéines synthétisées, c'est-à-dire ces protéines, est-ce qu'elles vont servir dans la cellule, est-ce qu'elles vont servir dans le cytoplasme ou bien dans les différentes membranes de la cellule et des organites, ou bien est-ce qu'elle va servir à la sécrétion, c'est-à-dire elle va être envoyée à des régions autres que la cellule qui l'a fabriquée. C'est-à-dire, c'est le cas par exemple de l'insuline. Elle est sécrétée dans les cellules bêta des îlots de Langerhans au niveau du pancréas, mais elle est envoyée dans le sang pour s'occuper de la glycémie sanguine. C'est toujours le cas de l'insuline qui, au départ, elle est synthétisée sous forme de pro-insuline, qui, à travers des modifications post-traductionnelles, elle va se transformer d'abord en pro-insuline, puis en insuline. Sachez que la pré-insuline ne possède pas d'activité biologique. Et c'est ainsi, avec ces modifications, qu'on arrive à donner vie à une forme. Donc il y a eu la forme, il y a eu la protéine. Maintenant, cette protéine va être dotée d'une activité biologique. J'arrive à terme de cette deuxième partie qui est consacrée au mécanisme de la traduction lui-même, ou bien les mécanismes eux-mêmes. Nous avions vu notamment que tout se passe sur le ribosome, et c'est le ribosome qui fait la lecture, encore une fois. C'est le ribosome qui chevauche à travers la longueur de l'ARN messager pour lire le code nucléotidique et le transformer en code d'acide aminé sur la protéine. Nous retenons dans les deux parties que la synthèse des protéines nécessite un certain nombre de facteurs et un certain nombre d'étapes pour qu'elles se réalisent. Les facteurs, on les a vus, et c'est bien de le répéter encore une fois, c'est l'ARN de transfert, c'est le ribosome, c'est les facteurs d'initiation, c'est l'ARN messager qui représente la pièce maîtresse pour orchestrer la traduction. Une fois l'ensemble est rassemblé, nous commençons par l'initiation. Et je ne cesserai de le répéter, l'initiation est une partie complexe parce qu'elle fait intervenir l'ensemble des facteurs au même moment pour arriver à positionner le ribosome par son site P au niveau du codon initiateur
AUG avec son ARN de transfert porteur de l'acide aminé modifié formyl méthionine, encore une fois sur le site P. C'est maintenant qu'on va procéder à l'ancrage du deuxième ARN de transfert porteur de son acide aminé correspondant sur le site A, et donc nous sommes dans une position où tout est prêt pour créer la première liaison peptidique et donc amorcer la synthèse de la protéine. Une fois que l'initiation est faite, tout le reste est un processus à répétition. Formation de liaison peptidique, translocation, exit de l'ARN de transfert qui est vide, arrivée d'un ARN de transfert avec son acide aminé sur le site P, sur le site A. Le site P est occupé par le dipeptide, le site A est occupé par l'ARN de transfert avec son ARN, avec son acide aminé correspondant, et on procède à la formation de la deuxième liaison peptidique. Et le cycle continue et continue jusqu'à l'arrivée du ribosome à un signal de terminaison, un codon stop. Et c'est ainsi que je m'arrête moi aussi et je vous dis merci beaucoup pour votre attention.